Pour beaucoup, la famille donne un sens à la vie. Cependant, trouver un partenaire attentionné, qui deviendra un mari et un père exemplaire, est un défi de taille. L'amour peut malheureusement brouiller notre discernement, nous poussant à lier notre destinée à une personne qui pourrait non seulement être loin de l'idéal, mais aussi se révéler un véritable cauchemar. Les criminels, bien que souvent agissant selon des schémas prévisibles, continuent toujours à faire des victimes. Trop souvent, les gens n'ont pas le temps de réaliser que la personne en face d'eux est un monstre déguisé en partenaire aimant. Malheureusement, il n'est pas donné à tout le monde de rectifier cette erreur fatale. Chers abonnés, je vous invite à écouter cette triste histoire de María Fernanda Quesada, une affaire criminelle qui a secoué tout le Costa Rica en 2022. María Fernanda vivait à la Garita Nueva au Costa Rica. Elle est née en 1994. Elle était une fille agréable et belle qui voulait juste réussir et trouver son bonheur. María était forte et indépendante et rêvait de devenir mère. Elle n'était pas particulièrement préoccupée par la réussite professionnelle. Elle était plutôt attirée par la chaleur et le confort de la maison familiale. Naturellement, dans ce contexte, la jeune fille a toujours voulu avoir des frères et sœurs, mais elle était la fille unique de ses parents. Sa famille était une famille très unie et compréhensive, que beaucoup considéraient comme des modèles. Les parents de María ont pu offrir à leur fille un foyer confortable et une éducation décente, ce qui, encore aujourd'hui, n'est pas accessible à tous les résidents du Costa Rica. L'environnement social au Costa Rica n'est pas aussi favorable que celui de nombreux pays d'Amérique latine. María entretenait toujours d'excellentes relations avec tous les membres de sa famille. Elle était particulièrement proche de sa tante maternelle, notamment en raison de leur âge proche. Les deux filles partageaient leurs expériences de la vie, se soutenaient toujours, se rencontraient et communiquaient régulièrement. María confiait à sa tante tous ses secrets. Elles étaient les meilleures amies du monde qui faisaient tout ensemble. Tout le monde connaissait María comme une personne sociable et brillante. Elle trouvait facilement un langage commun même avec des inconnus. Cela aidait María à avancer vers ses rêves et ses ambitions. Aussi, grâce à cette qualité, elle s'est fait un grand nombre d'amis avec lesquels elle est restée en contact jusqu'aux derniers jours de sa trop courte vie. María Fernanda a connu son premier amour à l'âge de 19 ans. La jeune fille était sûre que c'était un sentiment réel qui lui apporterait du bonheur, une famille, des enfants et une maison au bord de la mer. Mais la dure réalité était bien plus prosaïque. Son petit ami a simplement profité de la fille et l'a quittée lorsqu'il s'est intéressé à quelqu'un d'autre. Il s'est avéré qu'elle était enceinte à ce moment-là. Après 9 mois, elle a donné naissance à un joli petit garçon. La jeune fille pensait que son ex-petit ami se soucierait de son fils, mais elle s'est trompée. Lorsque María a annoncé la nouvelle au père biologique du bébé, celui-ci ne s'est intéressé ni à elle ni à son fils. María a été énormément affectée par la réaction du père de son fils. Elle a alors su qu'elle ne pouvait pas compter sur le père du garçon. Elle devait toute seule assurer l'avenir de son enfant. Dans ce contexte, María Fernanda a été obligée de commencer à travailler dur. La situation financière de la famille était modeste et elle rêvait de donner à son enfant un avenir qui ne serait pas pire que celui que ses parents lui avaient donné. Les parents de María n'ont jamais abandonné leur fille et son bébé en difficulté. Ils ont continuellement apporté leur soutien, créant ainsi un environnement favorable pour l'enfant. Pendant cette période, toute la famille s'est encore davantage unie autour de María, l'aidant à surmonter ces moments éprouvants. Bien que cela n'ait pas été facile, chacun faisait de son mieux pour épauler la jeune mère. María, déterminée à ne pas dépendre entièrement de sa famille, a entrepris de trouver des moyens de gagner sa vie. Ayant accès à un ordinateur et à Internet, elle a refusé de rester passive. Elle a commencé à suivre des tutoriels sur YouTube pour apprendre à fabriquer du savon artisanal. Après avoir expérimenté cette activité, elle a réalisé qu'elle était capable de bien plus. C'est ainsi que María a entamé son incroyable parcours de battante. En plus de vendre du savon artisanal à ses amis et en ligne, elle maîtrisait également l'art de la manucure. Elle a créé plusieurs groupes sur différents réseaux sociaux pour promouvoir ses talents. Rapidement, sa liste de clients s'est allongée. María rêvait de créer son propre site internet et éventuellement d'ouvrir un salon de beauté. Son intérêt pour l'industrie de la beauté a porté ses fruits dès le début de ses petites prestations, rencontrant un succès immédiat.
Ses clients étaient satisfaits de ses services. À ce stade, le bien-être de l'enfant et de la famille était pour elle une préoccupation primordiale. Elle consacrait tout son temps libre à ses proches. Néanmoins, Maria continuait à rêver d'amour et de famille. Elle voulait rencontrer un homme qui pourrait devenir son âme sœur. Finalement, il semblait que la chance lui souriait. Lors d'une sortie de routine en ville pour acheter du matériel, la jeune fille a rencontré Rovira Vargas. L'homme avait 12 ans de plus qu'elle. Malgré cela, Maria est tombée follement amoureuse de lui. Rovira était tout le contraire de Maria. Il était un homme colérique et agressif, qui semblait avoir un passé vraiment controversé. Il était même impliqué dans un crime, mais Maria n'avait pas assez d'informations sur son amoureux. Rovira évitait à tout prix de parler de son passé. Ainsi, l'idylle entre les amants a duré plusieurs mois avant que Maria n'ait le courage de présenter Rovira à sa famille. Cette rencontre a été assez houleuse. Rovira a fait une mauvaise impression à la famille de Maria, à tel point que la mère et le père se sont catégoriquement opposés à la poursuite de cette liaison et ont demandé à leur fille de quitter Rovira. Cependant, la jeune fille pensait qu'elle avait le droit de décider elle-même avec qui sortir et dans quelles conditions. La principale raison des problèmes avec les parents de Maria était l'impolitesse de Rovira, son langage grossier constant et son manque de respect total envers les autres. Il donnait l'impression d'une personne cruelle et imprévisible. Il a réagi si violemment à la remarque des parents de Maria sur son impolitesse que la jeune fille a à peine réussi à le calmer et à éviter un scandale. Finalement, les parents de Maria ont exigé la fin complète de cette relation. Mais tout cela s'est avéré inutile. Maria avait des sentiments forts pour lui, elle était donc prête à poursuivre sa relation avec Rovira à tout prix. Conscients de la situation, ses parents n'ont pas voulu interférer dans la relation de leur fille. Ils ne voulaient pas ruiner leur lien avec elle, ni risquer de perdre leur petit-fils. Ainsi, après quelque temps, une rencontre entre les proches de Rovira et les parents de Maria a eu lieu. La famille de Rovira s'est avérée être exactement comme Rovira lui-même. C'étaient des gens durs et grossiers qui semblaient méchants envers Maria. La jeune fille a même avoué à sa tante que sa relation avec la famille de Rovira était très tendue. Mais malgré l'hostilité et l'impolitesse de Rovira, leur relation a continué de se développer. Rovira a alors commencé à se comporter avec réserve en présence de Maria, faisant de son mieux pour cacher sa mauvaise éducation devant elle. La jeune fille pensait qu'il finirait par changer un jour. Le 6 avril 2019, le couple s'est officiellement marié. Malheureusement, immédiatement après la conclusion de cette union, Rovira a clairement démontré à quel point les parents de Maria avaient raison. L'homme est devenu encore très cruel. Presque dès le premier jour après la célébration de leur mariage, il a commencé à battre sa femme. Les coups se sont répétés tous les jours. Maria Fernanda a enduré des tortures et des reproches constants, des pressions physiques et morales afin de préserver sa famille nouvellement créée. De plus, elle était déjà enceinte de son deuxième enfant, dont le père s'est avéré être Rovira. Elle croyait qu'elle pourrait supporter la période critique et qu'après la naissance du bébé, tout s'arrangerait. En tout cas, la jeune fille ne voulait pas élever un autre enfant sans père. Maria voulait accoucher pour la deuxième fois dans une ambiance familiale et aimante, mais elle était à bout de souffle du comportement horrible de son mari. Donc peu de temps avant la naissance de l'enfant, elle a emménagé chez ses parents. La jeune femme n'en pouvait plus et commençait à craindre pour sa propre santé et celle du bébé. Après le déménagement de Maria chez ses parents, son mari a commencé à se remettre en question. Ainsi, immédiatement après l'accouchement, il est venu voir sa femme et s'est excusé avec éloquence pour toutes les erreurs et la douleur qu'il avait causées dans le passé. Il l'a remerciée pour la naissance de son fils, a juré qu'il ne lèverait plus jamais la main sur elle, qu'il n'entrerait plus en conflit avec elle. Maria a cru aux excuses de son mari, pensant qu'il était vraiment sincère, mais ses proches n'étaient pas aussi optimistes, en particulier sa mère et sa tante, qui comprenaient que tout ce comportement est typique des manipulateurs et que cela se reproduirait encore. Durant les premiers mois, Rovira passait vraiment tout son temps libre avec son fils et sa jeune épouse. Il se comportait comme un vrai père de famille. Il ne levait plus la main sur sa femme et évitait la pression morale. Tout semblait s'améliorer. Les jeunes parents ont commencé à partager des moments heureux ensemble. Rovira a également commencé à passer plus de temps avec le fils aîné de Maria, qui avait alors 7 ans.
Bien que Maria remarquait qu'il accordait plus d'attention et qu'il n'aimait sincèrement que son propre enfant, tous ces changements positifs la rendaient très heureuse. Le chef de famille a même changé d'emploi et a trouvé un poste bien rémunéré, devenant professeur d'espagnol dans une école privée. C'était une école des enfants des expatriés fortunés comme des Français et des Américains. Rovira a réussi à obtenir un poste prestigieux et la situation financière de la famille s'est considérablement améliorée. Maria a répété à plusieurs reprises à sa famille et à ses amis qu'elle était sincèrement heureuse. Même sa tante a commencé à penser que c'était réellement le cas. La jeune mère a communiqué à plusieurs reprises avec sa famille, affirmant qu'après la naissance de son fils, Rovira était devenu une personne complètement différente. L'homme a pris le contrôle de son tempérament agressif et cruel, et la vie de famille est devenue comme le conte de fées dont la jeune femme avait toujours rêvé. Durant cette période, de nombreuses photos de famille sont apparues sur les pages des réseaux sociaux du couple. Ils montraient la mère et le père avec les 2 enfants. Tout cela ressemblait à une famille saine et forte. Plus d'une année s'est écoulée dans un calme et une sérénité apparents. Il s'est avéré que pendant tout ce temps, Rovira retenait sa colère. Tout cela était comprimé comme un ressort, et tôt ou tard, une décompression devait se produire. À un moment donné, il a perdu le contrôle de lui-même et a craqué. L'homme a de nouveau crié après sa femme pour une raison inexistante, a levé la main sur elle, lui laissant des bleus sur le visage. Maria s'est tournée vers sa famille en larmes et a raconté ce qui s'était passé. La jeune femme refusait toujours d'aller à la police, espérant que tout irait bien et qu'elle pourrait sauver sa famille pour le bien de ses enfants. Cependant, la situation s'est rapidement détériorée. En seulement quelques incidents, Rovira a commencé à la harceler et à la tourmenter encore plus qu'avant la naissance du bébé. Ses proches insistaient sur l'importance de rompre complètement cette relation. Son mari était redevenu la personne cruelle qu'il avait toujours été, incapable de lutter contre ses démons intérieurs. Finalement, en décembre 2021, Maria en a eu assez des coups. Elle s'est adressée à la police et a accusé son mari de violences domestiques, qui, selon elle, se sont poursuivies pendant les 2 années de leur relation. La jeune femme a déménagé avec ses fils chez ses proches. Au cours de l'enquête, la police a pu confirmer les faits d'agression répétés signalés non seulement par les proches de Maria, mais aussi par de nombreux voisins qui ont été témoins des crises de violence de Rovira. De plus, lorsqu'elle est venue au commissariat pour porter plainte contre son mari, les policiers ont remarqué qu'elle venait de subir un passage à tabac. Rovira avait encore une fois battu sa femme si violemment qu'elle s'est retrouvée avec de grosses contusions sur le visage devant les policiers. Maria a insisté sur le fait que cela ne pouvait pas continuer ainsi. La jeune mère craignait pour sa vie et sa santé, ainsi que pour ses fils. Finalement, Maria a pu obtenir une ordonnance restrictive. À partir de ce moment, Rovira n'avait plus le droit de l'approcher ni de s'approcher de leur fils, sans la permission de Maria. Elle a averti toute sa famille que son mari ne devait pas se trouver à proximité de la maison. S'il était aperçu, il pouvait appeler la police sans hésitation. Même après avoir reçu une ordonnance restrictive, Rovira a été régulièrement vu à proximité du domicile familial de Maria. Il semblait flâner, mais il était évident qu'il cherchait à rencontrer sa femme qu'il avait perdue. Chaque fois qu'il était aperçu, il s'éloignait simplement, ne voulant pas provoquer un appel à la police. Cependant, il revenait sans cesse dans le quartier, ce qui était très inquiétant. Le couple faisait face à une procédure de divorce, de partage de la garde et des biens. Malheureusement, tout cela n'est pas allé assez vite. Maria espérait pouvoir prouver la cruauté de son mari afin de le priver complètement de la possibilité de voir son fils. Elle était sûre que sinon, avec l'âge, le garçon, comme elle, deviendrait victime de la cruauté de son père. Apparemment, Rovira ne pouvait tout simplement pas se contrôler. Le 3 mars 2022, sans le consentement de sa femme, il s'est présenté au domicile de ses parents. À ce moment-là, certains de ses proches étaient présents et ont accueilli Rovira avec mécontentement sur le seuil. Rovira a demandé à parler avec Maria pour résoudre certains problèmes liés au processus de divorce. Il a insisté sur le fait qu'il s'agissait de la répartition des biens qu'ils avaient acquis ensemble. Les témoins de cette réunion pensaient que, malgré son calme apparent, Rovira avait du mal à se contenir. Cependant, il n'avait jamais été vu calme depuis le début de ses désaccords avec sa femme.
Maria a accepté de parler à son mari. De manière surprenante, il n'a pas crié et n'a insulté personne, contrairement à son comportement habituel. Il a demandé qu'ils partent ensemble pour partager certains de leurs biens. Sa famille, en revanche, ne voulait pas la laisser partir avec cet homme dangereux. Cependant, Rovira a insisté sur le fait que Maria devait le suivre pour récupérer quelques effets personnels laissés en hâte pendant le déménagement. Il a insisté sur le fait que cette discussion devait se faire en privé, sans être entendue par des étrangers. Finalement, Rovira a réussi à convaincre sa femme de monter dans la voiture. Il a demandé à Maria de laisser son fils aîné, âgé de 9 ans, chez ses parents, estimant que cela ne le concernait pas. Cependant, il a insisté pour que Maria emmène leur fils commun. Maria a accepté. Dès qu'ils se sont éloignés de la maison de ses parents, les désaccords ont recommencé, littéralement dès les premières minutes après leur départ en voiture. Rovira est devenu de plus en plus agressif et a fini par perdre à nouveau le contrôle de lui-même. Il a commencé à crier. La voiture s'est arrêtée sur le bord de la route, tout près de la maison de la famille de Maria. Un voisin a vu le couple se disputer à l'intérieur. Dans cet état, ils ont atteint la maison où ils habitaient avant de se séparer. Une fois là-bas, les voisins ont de nouveau entendu le rugissement et le bruit. C'était comme si Rovira cassait des choses ou battait encore sa femme. Les pleurs d'un enfant pouvaient être entendus depuis la maison. À cette époque, leur fils commun n'avait que 2 ans. Une voix d'enfant demandait à son père d'arrêter. Plus tard, l'un des voisins a entendu la femme demander de l'aide. L'homme a immédiatement couru dans la maison, mais n'avait pas emporté son téléphone portable avec lui. Il voulait appeler la police. Au même moment, Rovira a appelé sa sœur. L'homme a reconnu qu'il venait de poignarder à mort son ex-femme devant son fils. Il a insisté en disant à sa sœur que c'est Maria qui l'avait attaqué en premier. Sa sœur était sous le choc et a supplié son frère inadéquat d'emmener l'enfant avec lui et d'aller au poste de police. Mais il n'a pas écouté. Au lieu de cela, Rovira a quitté les lieux du crime. Il est sorti dans la rue avec la même chemise ensanglantée dans laquelle il avait poignardé Maria à mort quelques minutes plus tôt. L'homme était avec l'enfant, l'a mis dans la voiture et l'a attaché sur le siège passager devant. Rovira a rapidement fui les lieux du crime, malgré le fait que plusieurs voisins ont réussi à appeler la police. De plus, sa sœur a appelé les forces de l'ordre et leur a raconté ce qui s'était passé. Mais les policiers sont arrivés trop tard. Lorsque la patrouille est arrivée sur les lieux, Rovira avait disparu depuis longtemps. La zone de la maison a été bouclée. À l'intérieur se trouvait le corps mutilé de Maria, âgée de 28 ans. Rovira avait poignardé à mort sa femme dans la cuisine, la prenant par surprise. Tout d'abord, la police s'est tournée vers les voisins qui, à l'arrivée des forces de l'ordre, s'étaient déjà rassemblés autour de la maison du couple. Ils ont immédiatement confirmé que Rovira avait un long passé de violence. L'homme, dans son ensemble, avait fait une impression désagréable. La plupart des résidents locaux ne l'aimaient pas, car Rovira semblait très impoli, cruel et pouvait facilement crier à l'improviste. Il avait régulièrement des conflits avec les autres, alors les gens préféraient simplement rester loin de lui. Il connaissait la situation dans la famille et avait conseillé à Maria de le quitter, mais Maria n'avait pas écouté. Elle avait même refusé de se présenter à la police dès les premiers stades de la relation. L'épouse avait dissuadé tous ceux qui lui proposaient cette solution. Des voisins ont confirmé que la jeune femme avait été soumise à des tortures constantes de la part de son mari pendant de nombreuses années. Il provoquait des scandales presque quotidiennement, entraînant de violents passages à tabac. Maria était tellement opprimée qu'elle avait peur de parler à Rovira, de crainte que cela ne conduise à une nouvelle bagarre. Maria était constamment vue avec des bleus. Finalement, elle l'avait quitté, avait obtenu une ordonnance restrictive. Les voisins ont dit aux policiers qu'ils étaient très surpris de voir Maria dans la voiture de son violent mari. Pendant que les policiers discutaient avec les voisins, le criminel, avec son fils de 2 ans, était en cavale dans une camionnette blanche. Le garçon était le seul témoin du massacre brutal. Sous ses yeux, son propre père a infligé 11 coups de couteau à sa mère, principalement au niveau du haut du corps et de la tête. La victime avait tenté de résister, mais en vain. À en juger par la position de plusieurs blessures, Rovira avait lâchement attaqué par derrière. Il ne semblait pas qu'elle l'avait provoqué. Ses tentatives désespérées pour contenir l'assaut étaient vouées à l'échec.
Ainsi, comprenant que l'homme cherchait à s'enfuir avec son enfant, une opération d'envergure a été organisée pour le capturer. La voiture du criminel a été inscrite sur la liste des personnes recherchées. Plusieurs équipes de patrouille ont été mobilisées pour intercepter un criminel particulièrement dangereux. Son état et ses intentions n'étaient pas clairs. Il était évident qu'il avait emmené avec lui son fils de 2 ans dans un état inadéquat. L'enfant pourrait être en danger. La police ne pouvait pas utiliser de méthodes dures pour arrêter le criminel, de peur de nuire au garçon. Il a fallu l'accompagner jusqu'à épuisement du carburant. Malheureusement, il n'a pas été possible de l'attraper ni même de le suivre. Presque immédiatement après le début des recherches, la police a découvert la voiture abandonnée de Rovira à quelques kilomètres seulement de la maison où avait eu lieu le massacre sanglant. Cela signifiait qu'il a déjà changé de voiture. Les prévisions étaient mauvaises et la police n'avait aucune information sur la voiture que Rovira conduisait. Il semblait également que l'homme et l'enfant n'avaient qu'une seule issue de secours, traverser la frontière. Cela signifiait qu'il pouvait le perdre complètement. Le suspect aurait pu prendre un bus et se fondre dans la foule, emprunter une autre voiture ou faire du stop. Les autorités ont donc décidé de prévenir les points de contrôle pour tenter de les intercepter. Il y avait une chance que Rovira soit arrêté pendant qu'il tenterait de traverser la frontière. Ce calcul s'est avéré correct. En quelques heures, la police a réussi à retrouver Rovira. Il tentait de franchir le poste de contrôle dans une voiture volée. Bien entendu, les autorités frontalières avaient été prévenues et dès qu'il a présenté ses documents, sa poursuite a pris fin. Il a été arrêté. L'homme n'a pas résisté à son arrestation. Son fils de 2 ans était tout le temps sur le siège passager et heureusement, il n'a pas été blessé. Lors des fouilles de la voiture, une arme à feu a été trouvée, ainsi qu'un couteau ensanglanté, qui aurait pu être l'arme du crime de Maria. On ne savait pas pourquoi il ne s'en était toujours pas débarrassé. Rovira avait un long passé de violence, pour lequel il avait déjà été poursuivi à plusieurs reprises. Considérant qu'il s'agissait d'un récidiviste dangereux, Rovira a été immédiatement renvoyé à la police de sa ville natale et incarcéré. Désormais, Rovira n'avait aucune chance de susciter la pitié. Il a été accusé de féminicide, le meurtre de femmes, et condamné à une sanction sévère, traditionnellement infligée pour de tels crimes dans les pays d'Amérique latine. Après avoir vérifié le couteau trouvé dans la voiture, il a été confirmé que le sang appartenait à la victime. Seules les empreintes digitales du tueur ont été retrouvées sur le manche. Il ne pouvait y avoir aucun doute sur sa culpabilité. Les policiers ont parlé avec le fils du couple. Le garçon de 2 ans avait du mal à s'exprimer, il avait très peur. Cependant, d'après ses paroles, il est devenu clair que le père avait attaqué la mère et lui avait fait du mal. Le petit garçon avait également peur des couteaux. Il s'est avéré qu'il avait développé cette phobie bien avant le crime de son père biologique. Apparemment, Rovira avait menacé à plusieurs reprises sa femme de violence en brandissant le couteau. Si souvent que même son enfant de 2 ans avait fini par avoir peur des couteaux de cuisine. La garde des enfants de Maria devait être confiée aux grands-parents maternels. L'aîné a été immédiatement remis aux parents de la mère assassinée, mais il y a eu des difficultés avec le cadet. Bien que Rovira avait massacré la mère de son fils sous ses propres yeux, alors qu'il était en prison dans l'attente de son procès, il avait toujours des droits sur l'enfant en vertu de la loi sur les droits de l'homme et de la loi sur la protection des enfants. Le petit garçon s'est retrouvé impliqué dans une situation juridique complexe concernant le partage de la garde entre les familles de ses parents biologiques. La famille de Rovira a décidé de se battre pour obtenir le droit de garde du garçon, en utilisant pour cela les méthodes les plus sales. Ils ont essayé de calomnier Maria pour la faire passer pour une mauvaise mère, en supposant que cela pourrait être utilisé pour justifier un meurtre. Ils ont également tenté de ternir l'image des parents de la femme assassinée, les présentant sous un jour peu attrayant comme des parents inadaptés. Les proches de Rovira, menés par lui-même et un avocat, ont tissé une toile dense de mensonges, essayant de décrire leur fils, un tyran domestique, comme un véritable héros. D'après leurs paroles, pendant longtemps, Maria n'accordait pas à ses fils l'attention qu'ils méritaient. C'est la raison pour laquelle l'époux s'en prenait si souvent à sa femme. Finalement, c'est le comportement et l'attitude de la jeune mère à l'égard des enfants qui, selon eux, ont poussé Rovira à prendre un couteau dans un accès de colère. Les proches de Rovira ont tellement déformé la réalité
que Rovira a été présentée comme une victime de la situation. Cela semblait tout simplement absurde. Pendant de nombreuses années, les proches de Maria avaient entendu dire à quel point elle souffrait de pression morale et physique, de coups et de menaces constantes. Cela a été confirmé par des membres de sa famille, des amis et des voisins du couple. Avec une mauvaise foi incroyable, la mère et le père, même la sœur de Rovira, ont déclaré que Maria intimidait et menaçait son mari. D'après leurs propos, Maria ne prodiguait pas des soins normaux à l'enfant. Au lieu de cela, elle faisait pression sur son mari en le menaçant s'il n'obéissait pas. Selon la famille du criminel, lors du conflit provoqué par sa femme au sujet de la procédure de divorce, Maria l'avait attaqué. Rovira a été contraint de se défendre et a pris le premier objet à portée de main, à savoir un couteau de cuisine. Il a réussi à arrêter sa femme en colère avec seulement 11 coups de couteau. Bien sûr, c'était un mensonge évident. Cependant, les déclarations des proches de Rovira ont considérablement compliqué et ralenti le déroulement de l'enquête. L'accusation devait réfuter toutes ces preuves et trouver la preuve que la famille de Maria avait raison. Pour ce faire, il a été décidé d'exhumer le corps de Maria, qui avait déjà été enterré à cette époque. L'expert médico-légal a dû procéder à un deuxième examen pour vérifier et éclaircir les circonstances de la mort de l'héroïne du récit. À cet effet, le tribunal a reporté l'audience. Cette situation a déclenché l'activisme de nombreux groupes féministes qui suivaient de près cet horrible incident de violence. De grandes manifestations ont eu lieu en mars 2023, témoignant d'un grand soutien à la famille de la victime. Évidemment, la fausse histoire de Rovira et de sa famille n'a impressionné personne. Il semblait que seuls les avocats de Rovira croyaient dans ces histoires. Tout le monde ne s'inquiétait que d'une seule question, la décision du tribunal. Les gens ne voulaient pas que le meurtrier échappe à la punition, même s'il se voit infliger une peine plus clémente que la peine maximale possible. Les femmes de tout le pays ont déclaré que l'impunité ne faisait que provoquer d'autres crimes sanglants de ce type. Les statistiques ont confirmé ces propos de manière éloquente. Le procès de Rovira Vargas, un tyran domestique de 41 ans, s'est poursuivi à Santa Cruz le 9 mars 2023. L'accusation a insisté sur le fait qu'il avait délibérément ôté la vie à sa femme de 28 ans. L'avocat, ainsi que le criminel et sa famille, ont insisté sur leur histoire inventée, selon laquelle l'accusé était une victime. Bien entendu, tous leurs arguments ont été rapidement réfutés. L'accusation disposait de nombreux témoins de la cruauté de l'homme, notamment plusieurs voisins. La famille Quesada a également insisté sur le fait que Maria se plaignait depuis des années du comportement de son mari. Dès le début, ils étaient convaincus qu'il s'agissait d'une personne inadéquate et cruelle. Malheureusement, la jeunesse et la naïveté n'ont pas permis à la jeune maman de faire le bon choix. Les mensonges de la famille de Rovira ont été réfutés grâce à une expertise médico-légale qui a mis un terme à cette affaire. Compte tenu de la nature des blessures subies, on ne pouvait pas parler d'attaque de la part de Maria. 2 coups dans le dos indiquaient une attaque délibérée. Dès le début, Rovira avait envie de sang. Il ne voulait pas que le fils aîné de Maria vienne avec eux car il pouvait être un témoin gênant en raison de son âge. Cependant, lors du procès, les enregistrements de communication avec l'enfant de 2 ans du couple ont été présentés au juge. De cette conversation, il est devenu évident que Rovira était constamment agressif et attaquait souvent Maria. Le fils aîné a témoigné devant le tribunal et a confirmé les propos de son frère sur les violences commises par Rovira. Les 2 enfants avaient peur de lui, surtout l'aîné dont l'accusé n'était pas le père biologique et avait des préjugés à son encontre. Les 2 fils ont été envoyés en traitement. Ils étaient censés recevoir une aide psychologique en raison de la perte de leur mère. Le parquet a requis une peine de 37 ans de prison contre le prévenu. La défense a insisté jusqu'au bout sur l'innocence de l'homme. Ils ont essayé de réduire sa peine et, plus encore, voulaient obtenir son acquittement complet. Heureusement, tout cela s'est avéré inutile. En mai 2023, le tribunal a statué en faveur de Maria. Le criminel a été condamné à 35 ans et 8 mois de prison. Il purge toujours sa peine dans un établissement correctionnel à sécurité maximale. En outre, Rovira Vargas doit payer des dommages et intérêts à la famille de la défunte, un paiement de 75 millions de colons costariciens, soit environ 150 000 $, ainsi que 25 000 $ supplémentaires
pour couvrir les frais d'assistance psychologique des enfants. Mais il est peu probable que cet argent soit versé. Ok, chers abonnés, c'est la fin de cette affaire. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.